C'est bon, Catherine? Allez, on va y aller. Ok. Ben, en tout cas, bonjour à tous. Merci d'être présents. Donc, je suis Christophe Riboulet, je suis le dirigeant de Proditech. Et mon objectif là aujourd'hui, c'est de vous raconter un petit peu ces dernières semaines, on va dire, et jusqu'à aujourd'hui, et comment on a réagi à Proditech, comment moi j'ai réagi face à cette crise. Et évidemment avec l'axe du lean qui est primordial. Donc je vais, alors si ça marche, ok. Je réalise qu'on a mis 24 mars 2010, on voulait dire 2020 hein, dans le Okay. slide. Donc Proditech, c'est une PME de 50 personnes. On est basé à Pessac, à côté de Bordeaux. Et notre métier, c'est de faire des machines automatiques d'inspection pour assurer la qualité des produits manufacturés sur deux marchés principaux qui sont le marché pharmaceutique, qui est donc avec le tri des capsules et des comprimés, et le marché de la monnaie, c'est le marché historique de la société avec le tri des pièces de monnaie. Donc, nos clients, ce sont les grands groupes pharmaceutiques et de l'autre côté monnaie, ça va être les monnaies nationales et les fabricants de pièces non frappées qui sont revendus aux monnaies nationales, les producteurs. Donc, nos clients, aujourd'hui, face à la crise, ils tournent, ils produisent des médicaments, ça ne s'est pas arrêté. Donc, nous, on a effectivement un enjeu de les soutenir, on va y revenir derrière. On est une PME assez particulière puisqu'on adresse un marché mondial, donc c'est vraiment des marchés de niche mondiaux. On est dans plus de 40 pays et notre chiffre d'affaires est à plus de 95% à l'export. Et si on regarde du point de vue de nos concurrents, on est face à des concurrents, on va dire, très sérieux, puisque sur la pharmacie, on a un concurrent qui est leader mondial sur le Japon, qui vient du Japon, qui est sorti à l'export. Et on a deux concurrents en Corée du Sud. Donc, ça se bat très dur dans des conditions de marché très serrées, on va dire. Et donc, on fait notre meilleur pour rester au contact de ces concurrents. Donc, on reviendra par rapport aussi à cette crise et comment les Asiatiques ont géré ça. Donc nous, suite à la crise financière, on va remonter un petit peu loin là. Suite à la crise financière en 2008, on s'est retrouvé avec la crise financière plus beaucoup de problèmes qualité sur nos machines. C'était une époque où on venait de faire une bascule de chiffre d'affaires de la monnaie vers la pharmacie. Et les attentes des industriels de la pharmacie n'étaient pas au même niveau, elles étaient bien plus hautes que les industriels de la monnaie et la société n'avait pas fait la transition. On ne comprenait pas ce que c'était la qualité vraiment. Donc, on a, suite à la crise financière 2008, décidé de rentrer dans le lean et d'appliquer le lean comme stratégie, et ce, depuis 2011. Et je vais revenir sur quelques points. Pour nous, le lean, c'est déjà la clarification des intentions. Donc, ça, je vous avais fait une photo de ce qui est affiché dans la société. Évidemment, le lean, c'est la gestion des problèmes, comment on gère ça. Et on a finalement un ordre assez simple où on dit, en premier, c'est la sécurité, numéro un. Deuxième, c'est comment on protège les clients. Donc, ça va être la qualité. À tout prix, on va protéger les clients. Le troisième, ça va être maîtriser les délais. Ensuite, réduire les délais et seulement réduire les coûts. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous guide à chaque fois qu'on doit prendre une décision par rapport à quelle est la priorité de nos actions face aux problèmes que l'on rencontre. Un autre principe, quand on parle de sécurité, justement, on a mis en place un point sécurité, comme beaucoup de gens, mais on s'est dit, nous, on n'a pas énormément d'accidents, heureusement. Donc, comment on fait pour éliminer les accidents? On s'est dit, il faut traiter ce qui est presque des accidents. Donc, on a une routine aujourd'hui où on a des standards de remontée de presque accidents, où toutes les semaines, on cherche à avoir au minimum 1 ou 2 presque accidents par semaine. Et ces presque accidents sont notés, analysés et surtout communiqués à l'ensemble des collaborateurs. Donc, ça, c'est la suite. Toutes les semaines, on a une réunion avec l'ensemble de la société où on va parler des actions qu'on fait, des victoires que l'on a, des problèmes que l'on a, et notamment les presque accidents. C'est le sujet numéro 1 qui arrive dans cette réunion. Alors, on l'appelle la War Room. C'est un petit déjeuner de 9h à 9h30 tous les vendredis. Je crois qu'on n'en a pas loupé une depuis 2011. Et même la semaine dernière, on l'a faite à distance. Donc, c'est un point qui est très, très important pour nous.
Alors, on rentre un peu plus dans le détail de la qualité. On fait du développement, on développe des machines, donc on est sur du développement assez complexe. Christophe, on t'entend mal là, si tu peux te rapprocher de ton micro, merci. Est-ce que ça va mieux là? Oui, Ça va mieux? oui, Ok, sinon je mets un casque, hein, si tu me dis. pour l'instant ça va, mais Donc, ce sont des machines qui sont, je disais, assez complexes, avec beaucoup de technologies, des caméras qui regardent, qui prennent des images à très haute cadence. Donc, pour vous donner une idée, aujourd'hui, on est capable d'inspecter des comprimés à 300 000 comprimés par heure. Ce qu'on est en train de faire, c'est doubler cette cadence. Donc, on est en train de passer à 600 000 par heure. Donc, évidemment, la notion de qu'est-ce qu'est la qualité quand on essaye de doubler une cadence et qu'on voit qu'on arrive à des limites, c'est un point très important. Et il y a quelques mois, juste, on essayait de toujours mieux comprendre ce qu'était la qualité. Donc, je vous ai mis un des sujets qu'on avait levé, c'était la fonction de perte de Taguchi, où on se dit la qualité, c'est pas simplement des pièces bonnes et des pièces mauvaises, hein, qui sont en dehors des spécifications. C'est que pour mieux comprendre la qualité, il faut s'intéresser à la fois aux mauvais, mais aussi aux bons. Et on a redéfini c'est quoi un bon. C'est le hockey, c'est quelque chose qui est à la cible, pile dans la cible. Tout le reste n'est pas OK. Donc ça veut dire qu'on redéfinit, finalement, on a des bons qui ne sont pas OK et on a des mauvais. Donc, on va s'intéresser à tous les sujets. Donc, un exemple, ce que vous voyez sur la photo de droite, c'est la position des comprimés sur une bande. Donc, on peut se dire que, effectivement, c'est bon quand les comprimés, par exemple, ne se touchent pas. Mais pour nous, ça ne suffit pas. On ne va pas pouvoir apprendre de cette notion-là. Donc, on va élargir la notion en disant le comprimé, théoriquement, doit se trouver à tel endroit et on va les mesurer. Quelle est la distance de la position du comprimé par rapport à la cible. Et ça va nous donner à chaque fois un élément qu'on va considérer comme un élément d'apprentissage. Alors, c'est important que vous compreniez que j'étais moi dans cette réflexion, parce que tout ce qui va arriver derrière est tiré par cette réflexion. Donc la crise du coronavirus est arrivée. Donc je vous ai mis un petit rappel de ce qu'on disait le 16 janvier. Donc en Chine, coronavirus, pas de raison de s'inquiéter en France, mais restons vigilants. Ok, pas de souci. Donc tout continuer business as usual. Et ce qui s'est passé dans ma famille, c'est que ma fille, qui s'est lancée dans des études de pâtisserie, est partie le 25 février à Singapour pour faire un stage. Donc, on a commencé à me dire, mais pourquoi tu la laisses partir? Tu es fou. Il y a le virus en Chine, à Singapour, c'est un pays qui est aussi contaminé. Donc, j'ai commencé à m'inquiéter quand même un petit peu. Ma fille, elle, bon, elle était très motivée pour partir, elle ne s'inquiétait pas trop. Donc, j'ai commencé à regarder finalement, à essayer de comprendre ce qui se passait, puisqu'on nous disait que tout allait bien, mais on me disait de ne pas laisser partir ma fille là-bas. Donc, j'ai été sur le site du gouvernement de Singapour et j'ai commencé à regarder qu'est-ce qu'ils faisaient pour gérer cette crise, en fait. Et je me suis aperçu, ça c'est le tableau de bord que alors, je le regarde tous les jours, hein, pour ne pas mentir, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, la flèche bleue, c'était à l'époque où elle est partie. Et à ce moment-là, j'ai compris que le gouvernement était en train de regarder les cas un par un. Et en fait, il regardait bien les bons OK, les bons non OK, c'est-à-dire qu'ils testent les gens. S'ils sont positifs mais non malades, les gens sont mis en quarantaine tout de suite et surtout après, derrière, ils sont tracés pour pouvoir ensuite retester les personnes qui ont été en contact. Et là, ce que vous avez à droite, vous avez les cas un par un sur lesquels vous pouvez cliquer. Vous pouvez même aller voir dans quel quartier ils habitent. Alors, ça ne donne pas l'adresse exacte, comme ce que j'ai entendu ce matin à la radio, mais effectivement, on voit qu'il y a un certain contrôle sur les événements. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça a l'air de bien se passer. Et je me suis intéressé à comment ça se passait chez nous, finalement, de l'autre côté. Donc, je n'ai pas réussi à trouver la même chose et finalement, je n'ai trouvé que des éléments qui me donnaient des chiffres globaux. Donc, comme disait, 14 cas en France, 18 cas en Allemagne, 81 000 cas dans le monde, 78 000 en Chine. Et là, je me suis dit, j'ai bien vu en fait qu'on n'était pas capable de raisonner comme les Asiatiques, comme les Singapouriens, et qu'on gérait par l'eau en fait. Et là, je ne savais pas ce qui allait se passer, franchement, mais je me suis dit que ça allait mal se passer. C'est tout ce que je me suis dit. Et donc, quand je suis revenu à Proditech 2 jours après, on a tout simplement dit on a un sérieux problème. Donc,
on a un système aujourd'hui dans l'entreprise pour dire quand on a un problème lié à la sécurité, c'est presque accident, et on a tout de suite considéré le coronavirus comme un presque accident, et ça a été communiqué le 28 février à l'ensemble de la société. Alors, comment on a communiqué ça? C'est un point aussi qui est très important, c'est que pour nous, le Lean, c'est un modèle de pensée. Donc là, ce que je vous ai pris comme image, ça vient du livre la stratégie Lean, pour vous expliquer qu'il y a deux modèles de pensée, en fait. Il y a un modèle classique, on va dire, plutôt tayloriste, qui est de dire on va séparer la stratégie de l'exécution. Donc, on va penser au problème, on va décider de ce qu'il faut faire, et ensuite, il y a d'autres personnes qui vont exécuter les choses. Donc, c'est ce qu'on voit à gauche, définir, on décide, on dirige, et ensuite, évidemment, on va démêler les problèmes. Donc, on comprend bien que, notamment dans le cas d'une crise, ce type de modèle de pensée est complètement inefficace, puisqu'on n'a absolument pas le temps de définir quoi que ce soit, de décider, les gens n'ont pas le temps d'exécuter, enfin, on est dans l'incertitude complète, donc on ne peut pas utiliser ce modèle-là. Alors, nous, heureusement, on avait déjà switché dans l'autre modèle qui est en fait de dire on va aller ensemble travailler pour comprendre dans quel cadre on va travailler. Donc, le premier point, c'est chercher le problème. Une fois qu'on l'a trouvé, on va ensemble s'y confronter. Donc, c'est là où ça fait un petit peu mal. Mais une fois qu'on a passé cette étape-là, on est capable ensemble aussi de cadrer la pensée, c'est-à-dire de donner finalement les principes dans lesquels on veut avancer. Et ensuite, avec les équipes, ça devient simple parce qu'on laisse les équipes construire eux-mêmes les solutions. Et donc, on voit bien toute la première partie qui est l'acceptation et la deuxième partie qui est l'engagement. On construit finalement le cadre d'engagement des personnes dans la société. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a nommé une personne leader de ce sujet-là et on lui a dit comment on présente ça aux collaborateurs. Et donc, on a fait juste ce cadre-là en disant à tout le monde, de toute manière, c'est la sécurité numéro un. C'est bien ce qu'on voit dans le cadre. Et on va prendre des mesures graduelles en fonction de l'évolution de la situation. Donc, à ce moment-là, déjà, en fait, on avait pris les mesures barrières en fait, avant qu'elle soit décidée quelque part. Et le deuxième point, une fois qu'on a fait ça, on s'est posé la question de comment on peut avancer. Et donc en ligne, il y a aussi un point qui est de comprendre et choisir ses partenaires. Donc là, j'ai été plus loin dans l'exercice et je me suis dit, qu'est-ce que fait le gouvernement singapourien? J'ai simplement ouvert les pages et j'ai dit, tiens, ils ont une méthode de gestion de la crise qui est assez claire. Ils ont un système d'alerte. Alors, sûrement qu'on a des choses comme ça en France, mais c'est absolument pas communiqué comme ça. Et donc, par exemple, à l'époque où j'ai envoyé, ma fille est partie, ils étaient en orange, ils sont toujours en orange. Et donc, nous, on a dit, tiens, faisons la même chose, ça va nous aider dans la gestion de la crise. Donc, c'est moins joli, hein, je l'accorde, mais ça a été fait en quelques minutes. Et donc, on a mis un système où on a dit tout de suite aux collaborateurs, nous, on est dans le niveau jaune. Et voilà ce qu'on va faire au niveau jaune. Et regardez derrière, il y a un niveau orange qui va arriver, probablement, puisque je m'étais dit quand même que ça allait arriver. Et il y a un niveau rouge qui aussi va arriver. Et voilà ce qu'on va faire quand on sera au niveau rouge. Donc, très, très tôt, finalement, on a préparé les collaborateurs à rentrer dans cette crise et à gérer au cas par cas, on va dire, tiré par les événements, à gérer notre réaction. Et le deuxième point que j'ai vu sur le site, toujours pareil, c'est le danger des fake news. Donc ça, c'est la première page, en fait. C'est leur première page, c'est démonter les fausses nouvelles. Donc là, au même moment, il commençait à arriver chez nous des personnes qui disaient moi, je ne veux pas toucher le colis qui vient de Chine parce que je vais être contaminé. Donc tout de suite, en fait, on a pris la contre-mesure de se dire on va faire la même chose et on a fait un document où, cas par cas, besoin par besoin, on va marquer quelle est notre décision derrière et quelle est la date de révision. Et ça a été communiqué 2 fois par semaine, donc puisqu'on a monté une cellule de crise, on va dire, qui est juste une réunion pour revoir ces 2 documents 1 fois par semaine et communiquer 2 fois par semaine, pardon, et communiquer aux collaborateurs 2 fois par semaine. Donc 12 mars, tout s'est accéléré, un peu comme prévu malheureusement, avec la fermeture des écoles entre le 12 et le 14 et la fermeture des commerces. Et donc, on est arrivé le lundi avec une deuxième boucle de réflexion sur les 4C, en fait, en se disant que finalement, la confrontation allait être de maintenir la sécurité des collaborateurs
tout en minimisant l'interruption du business, c'est-à-dire en maximisant l'activité qu'on pourrait garder, puisqu'il fallait protéger nos clients de toute manière. On est bien dans exactement la même réflexion. Donc, on s'est dit, c'est ça qui va être compliqué à maintenir, à faire les deux. Et c'est ce qu'on a vu. C'est assez simple de dire à tout le monde, pour protéger les collaborateurs, je ferme. Comme ça, tout le monde reste chez soi. Et effectivement, dans la période où le gouvernement communiquait, restez chez vous et aller travailler, cocher la case, aller travailler, ça n'avait pas été bien compris. Donc, la peur mise dessus, ça a été très compliqué finalement de mettre en application ce principe, en fait. Mais nous, on l'a marqué. Donc, dans le cadré derrière, on a mis nos actions et nos principes pour pouvoir faire ça. Donc, ça a été le lundi 16 mars. Lundi au matin, on a pu communiquer là-dessus. Donc, les contre-mesures ont été finalement assez simples. Les gens sont partis en télétravail, tous les gens qui pouvaient développer. On avait des gens en production qui sont restés ici. Donc, on a sécurisé tout de suite le terrain, notamment en mettant, par exemple, toutes les mesures barrières, mais qui étaient pratiquement déjà chez nous présentes. Et on a simplement mis un collaborateur par bureau. Et on a tout de suite utilisé un outil de collaboratif digital qu'on n'avait pas et qui a été mis en place dans la journée, en fait. Donc, le soir, en fait, l'entreprise était en sécurité et on était aussi en phase avec la protection des clients et des fournisseurs. Et le soir, toujours pareil, ça a continué à s'accélérer puisque Macron a annoncé pour 15 jours minimum, bon, évidemment, on ne va pas y être, le confinement de la France. Donc, ce qui a été intéressant de voir, c'est que nous, le mardi matin, à 8 h, on était en ordre de marche, en fait. C'est-à-dire que les collaborateurs ont extrêmement bien réagi, sans panique. Ça a été fait très rapidement. Et mardi matin, les équipes étaient en route à continuer à développer les projets et à travailler sur les derniers ordres de production qui étaient en cours. Donc ça, les équipes ont extrêmement bien réagi par rapport à ça. Donc on s'est remis au travail dans le mode lean en se disant finalement qu'est-ce qu'on va avoir comme problème, et le flux tiré s'est remis en marche, générer des nouveaux problèmes. Et ces nouveaux problèmes, on les voit toujours avec les 3 axes qui sont importants en ce moment, surtout en ce moment. Le premier axe, c'est l'axe du leadership. Le deuxième, c'est la flexibilité. Et le troisième, c'est qu'est-ce qu'on apprend. Donc, toujours rester dans cet axe pour cadrer le fonctionnement. Alors, les leaders chez nous, ils sont restés en première ligne. Concrètement, ils ne sont pas partis en télétravail. C'est 2 ou 3 personnes qui tiennent la boîte aujourd'hui. Et finalement, pour moi, c'était un exercice extrêmement intéressant. C'est-à-dire, ça m'a permis, dans l'exercice des 4C, à les mettre en première ligne pour qu'eux-mêmes affirment leur leadership vis-à-vis des équipes à Proditech. Donc, comment on fait ça, nous? C'est en créant les chaînes d'aide. Donc, les chaînes d'aide, moi, j'ai aidé mes leaders et en fait, je leur demandais d'aider eux-mêmes leurs leaders. Et donc, les chaînes d'aide ont été bouleversées puisqu'il y a plein de gens qui sont partis en arrêt maladie pour garder les enfants. Il y a des gens qui sont partis en télétravail. Donc, les chaînes d'aide étaient bouleversées. Et la première des choses qu'on a fait, c'est remettre ces chaînes d'aide et remettre tous les leaders en contact les uns par rapport aux autres. Donc ça a été fait très rapidement. Le point très intéressant, c'est que toujours dans ces crises-là, on voit émerger d'autres leaders aussi. Donc des gens qui sont volontaires pour aller faire beaucoup de choses, prendre des problèmes à leur charge et avancer. Donc ça, c'était un point extrêmement positif aussi la semaine dernière, qui était quand même compliqué, bien sûr, comme tout le monde, mais sur lesquels on a pu identifier aussi des personnes qui ont extrêmement bien réagi. Alors, on a des flux qui sont remis à tourner tout de suite, notamment les développements, des flux qui sont importants puisqu'on a, je vous avais parlé tout à l'heure, un gros développement de machines qui était prévu sur septembre et qui, a priori, est toujours en route. Donc ça, il y a un outil de collaboration qui est parfaitement opérationnel aujourd'hui avec des gens en télétravail, mais qui peuvent revenir à Proditech puisqu'on a sécurisé les locaux, on n'a pas fermé. Donc, ils peuvent revenir et ils auront besoin, notamment, pour faire quelques tests sur des prototypes. Et donc, ils s'entendent eux-mêmes pour faire des roulements, pour ne pas être en même temps devant les machines en même temps. En fait. Par contre, il y a des flux qui ont commencé à tomber, bien sûr. Donc, le premier qui est tombé, ce sont les pièces détachées. Nos clients, ils ont besoin de pièces, ils tournent.
Et puis, vous voyez, les bureaux sont vides. Donc, une personne est partie en arrêt maladie, une personne était en congé, elle n'est pas revenue puisqu'elle s'est mise en arrêt maladie. Donc, plus personne pour gérer les pieds détachés. Et là, la flexibilité a tout de suite joué, c'est-à-dire qu'on s'est mis à former quelqu'un. Donc, on a pris un ingénieur support client et on l'a formé en une demi-journée à faire des devis pour les clients. Et donc, le flux est remonté pratiquement immédiatement. Un deuxième flux qui est tombé, c'est la production. Donc, on avait une machine à livrer à Taïwan. Donc, Taïwan ne s'est pas arrêté et repart. Donc, nos clients attendaient cette machine-là. Et on avait une machine de test à finir aussi pour justement assurer les développements. Et donc là, pareil, on a utilisé la flexibilité des ressources avec un développeur qui a pu venir spécialement pour terminer cette machine et assurer la levée, on va dire, des derniers points de non-qualité qui ont été détectés. Donc la suite, ce qui se précise, c'est qu'on commence à comprendre qu'il faut tester les personnes pour sortir de ce confinement. Et donc on revient, si vous vous rappelez au début de la présentation, au un par un, parce qu'il va falloir tester beaucoup de monde. Alors la question, c'est quand? Puisqu'aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas équipé, ce qui apparaît, on n'est pas équipé pour aller tester beaucoup de monde rapidement, à la différence par exemple des Coréens. Donc, par rapport à ça, on continue nos réflexions en faisant des analyses et des boucles de 4C. Et la dernière qu'on a fait, donc je ne la partage pas là, mais ce qui ressort sur le cadré, c'est que j'ai dit à mes équipes, on a fait le constat qu'on va devoir apprendre à vivre en situation dégradée. En tout cas, cette semaine et jusqu'à quand, on n'en sait rien, mais la situation dégradée devient le standard de fonctionnement aujourd'hui à Proditech. Donc, quand on dit ça, ce n'est pas évident à entendre, mais quand tout le monde partage ça, toutes les actions qui sont prises ensuite derrière vont évidemment être cohérentes par rapport à cette situation-là. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est capable de réengager les collaborateurs, même dans des situations qui sont anxiogènes, qui sont difficiles, avec beaucoup de peur, mais finalement, on les réengage sur quelque chose de précis et donc on voit que ça fonctionne. Alors, pour nous, l'autre côté, c'est continuer l'apprentissage. Et pour nous, l'apprentissage, c'est manager des courbes d'apprentissage. Donc, ça aussi, c'est une pratique que l'on a à Proditech. On a démarré notamment sur l'aspect technologique, la recherche et développement. Alors, les courbes d'apprentissage, c'est qu'on comprend mieux, on essaye de comprendre en tout cas comment on fait pour apprendre et les différentes phases dans lesquelles on passe pour pouvoir apprendre les choses. Donc, on passe du débutant, je ne connais rien, généralement, je suis un expert, mais la personne ne l'est pas du tout. Elle pense qu'elle est. Donc ça, c'est les phases risquées. Et jusqu'à arriver à la phase expert, où l'expert comprend tout ce qu'il ne connaît pas. Et donc, il repasse à la phase je ne connais rien, mais en maîtrise. Donc tout ça, c'est un point que je remets parce que c'est une pratique que l'on a, en fait, que l'on a développée. Cette pratique, on l'a faite sur des chantiers d'apprentissage technologique et c'est aujourd'hui notre standard. Et aujourd'hui, on va devoir l'utiliser pour réapprendre à fonctionner dans ce mode dégradé. Donc, un premier bilan très rapide, c'est quand je discute avec tous mes collègues chefs d'entreprise et quand je commence à voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux les discussions ou les articles qui ressortent, c'est il y a un management de crise. En fait, moi, ce que je vis, en tout cas, ce qu'on a vécu à Proditech, c'est qu'on n'a pas de management de crise. On a pour nous une pratique lean, en fait, et la crise, ça a été évidemment difficile, mais quand on fait le bilan, ça a été la continuité des pratiques et des méthodes avec les personnes. C'est ça qu'on fait aujourd'hui comme premier bilan. Et un de mes managers me l'a dit, mais c'est Christophe, il continue à la distance les quais de livraison, les points d'équipe. Donc tout ça, ça continue parce que c'était des pratiques qui étaient déjà ancrées. Et évidemment, on est loin de la paralysie ou de réfléchir à est-ce que je dois ouvrir ou pas ouvrir. Finalement, où je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui sont encore là. Et le deuxième point d'apprentissage de bilan, c'est finalement, nous, on a fait bouger la société en 2008. Donc, on a eu l'opportunité d'essayer d'apprendre de la crise de 2008 en se lançant dans le lean. Et j'espère que cette crise-là, en tout cas, si on peut essayer de tirer des opportunités, c'est comment on fait pour apprendre quelque chose de cette crise. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Mickaël Ballet, là, qui nous accompagne depuis 2011. Donc, et je vous encourage
à lire le bouquin, notamment la stratégie Lean et le dernier qui vient de sortir en français, donc devenir un leader Lean avec un sensei. Donc, essayez de profiter, si vous avez un peu de temps, essayez de profiter de ce temps-là pour plonger là-dessus. Je pense que c'est extrêmement intéressant. Voilà, merci. Je vais l'écoute de vos Super. questions. Merci Christophe. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez réactiver vos micros, mais d'ores et déjà Christophe, on a une première question. Tu as indiqué, et c'est intéressant quand même de rentrer dans le détail, tu as indiqué que tu avais sécurisé le terrain de manière à ce que les gens puissent venir travailler en toute sécurité. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme élément pratique éventuellement? Donc, nous, on a mis en place toutes les mesures barrières qui étaient préconisées par le gouvernement. Mais avant ça, comme je l'ai dit, j'avais déjà pris les mesures barrières qui étaient préconisées, comme j'ai vu sur le site du gouvernement de Singapour. Donc, là, ce qu'on a fait, et en fait, ça ne s'arrête pas, c'est-à-dire qu'on est aussi toujours en train d'apprendre qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour sécuriser les choses. Donc là, ça a été effectivement de séparer les bureaux, donc une personne par bureau. C'est ce qu'on a fait. On désinfecte évidemment toutes les poignées de porte. Là, par exemple, j'ai vu apparaître sur les poignées de porte des éléments en plastique. Donc, je me suis demandé ce que c'était. Donc, apparemment, le plastique, on doit moins garder le virus que le métal. Donc, il y a une petite poignée sur la poignée, on va dire. Donc, ça, j'ai vu apparaître ça hier. Donc, je me suis dit, très bien, ça veut dire que les gens travaillent à essayer toujours plus de sécuriser les choses. Et quand on dit sécuriser les choses, c'est aussi, on est en train de se poser la question sur maintenant sécuriser aussi les collaborateurs chez eux. Parce qu'on se dit, OK, maintenant, on nous a dit 15 jours, mais ça ne va pas passer 15 jours. Donc, ça va être minimum 4 semaines, 5 semaines. Qu'est-ce qui se passe si c'est 9 semaines? Donc, je commence à lire des articles où ils commencent à parler de syndrome post-traumatique après la quarantaine. Donc, on commence à rentrer, nous, maintenant, dans la discussion de finalement comment les gens sont toujours mis en contact et on ne les laisse pas seuls chez eux, en fait. Le télétravail, c'est bien, mais s'ils sont tout seuls, ils vont juste revenir dans un état qui va être catastrophique. Donc, c'est un processus, on va dire, continu, cette sécurisation. Ce n'est pas simplement juste pour le virus, c'est aussi s'occuper de la santé des personnes, même quand ils sont hors des dangers du virus. C'est qu'on se demande comment ils vont rentrer. Super. Autre question qui a intéressé les gens qui t'écoutaient, qui était posée par Olivier, mais je pense que beaucoup d'autres se la posent. Tu as indiqué que vous avez eu plusieurs flux qui sont tombés et qu'à chaque fois, vous avez pu intervenir assez rapidement parce que quelqu'un qui n'était pas le titulaire ou l'expert a su ou pu reprendre le flux. Ce qui veut dire que derrière, plutôt avant la quarantaine, vous aviez travaillé la flexibilisation des ressources et notamment la polyvalence ou les standards ou les deux, je ne sais pas. Alors, on essaye de la travailler, bien sûr, mais là, on l'a fait, mais pas à ce rythme-là. Donc là, par exemple, dans la dernière analyse qu'on a faite, c'est de dire de toute manière, un travail dans un mode dégradé veut dire forcément une flexibilité extrême. Donc, on ne sait pas du tout quand c'est que les gens vont pouvoir revenir ici sereinement. Donc, à un moment donné, on sait qu'on va devoir passer par encore plus de flexibilité. Donc là, c'est juste un message vis-à-vis des collaborateurs et le travail sur la flexibilité va maintenant s'accélérer quelque part. Le nouveau cadre, c'est ça. Donc, on en faisait avant, mais comme tout travail sur la flexibilité, c'est toujours très compliqué. Et quand on a le choix, entre guillemets, bah, évidemment, il y a toujours des bonnes raisons de repousser ce travail parce que c'est difficile. Aujourd'hui, on a juste dit à tout le monde, et ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il n'y a plus le choix. Donc, une fois qu'on a dit ça, les gens aussi se mettent dans une autre posture et donc vont le faire beaucoup plus facilement. C'est ce qui s'est passé avec cet ingénieur qui s'est carrément proposé. Hein. Et en fait, on était déjà en train de discuter vis-à-vis de ces personnes-là avec les managers à comment les faire évoluer. Notamment, par exemple, cet ingénieur, on souhaiterait le faire évoluer vers plus de commercial sur les pièces détachées. Donc, pour nous, c'était l'opportunité. Parce que quand on lui a expliqué où c'est qu'on voulait aller, la première étape, oui, c'est faire des devis, mais ça va plus loin que ça. Donc, on lui a expliqué quel était le sens pour lui aussi de pouvoir faire ces devis, donc de faire la contre-mesure immédiate, on va dire, mais d'avoir un sens que lui, il a apprendre des choses et que demain, le service commercial va être complètement différent de comment il était avant la crise.
Alors, on a une autre question sur les partenaires en amont, les fournisseurs. Comment est-ce que vous avez fonctionné? Comment est-ce que vous avez travaillé avec eux? Parce que forcément, il y a des pièces qui doivent arriver, Alors, la par semaine dernière, exemple. voilà, donc les fournisseurs, on a deux catégories. On a une grosse entreprise, mais qui est en Inde, mais on va gérer après, mais on n'a pas. Enfin, c'est un risque, mais c'est pas un risque court terme immédiat en termes de survie, on va dire. C'est une boîte qui va survivre. Par contre, on a plein de petits fournisseurs et on commence à s'inquiéter par rapport à eux. Donc, la première des choses qu'on a fait la semaine dernière, c'est essayer de discuter avec eux, puisque eux, ils étaient partis dans je ferme. Ils ont fait comme tout le monde. Ils ont dit, où c'est risqué, je mets en sécurité mes collaborateurs, je ferme. Donc, la problématique, c'est que nous, on a dit, oui, mais nous, on a des pièces chez nous. Donc, on a discuté avec certains. Certains ont changé d'opinion. Ils ont dit, OK, bon, je reste ouvert finalement et puis je vais continuer à vous servir. Mais il y en a d'autres qui n'ont rien voulu entendre et donc qui sont fermés. Donc, pareil, on refait des analyses aussi sur les 4C en se disant finalement quel est le problème principal. Mais on pense que jamais il y en a qui restent fermés, des petits. On ne connaît pas, par exemple, la trésorerie aujourd'hui. La trésorerie, donc on va s'intéresser à eux. On va s'intéresser à est-ce qu'ils sont critiques, est-ce qu'ils ont de la trésorerie, est-ce qu'ils sont coulés, pas coulés, est-ce qu'il va falloir les aider, pas les aider. Donc on est en train de faire, on va dire, un peu plus à froid cette analyse et de travailler avec eux pour voir dans quelle situation ils sont et comment, encore une fois, on pourra les aider. Autre question, des questions sur le dialogue social et la communication. Vous aviez déjà une communication avant crise hein, de type la War Room ou un certain nombre de rituels. Est-ce que vous avez modifié la fréquence ou les rituels de communication et comment est-ce que vous avez établi le dialogue social de manière générale? Donc, alors, le dialogue social, nous, on était en pleine crise. Là, on a fini l'élection du CSE, en fait. Hein. Donc, ils ont été élus, là, il y a 2 ou 3 semaines. On était juste un peu en retard. Juste à temps, oui. Mais en fait, on n'a pas eu le temps de les intégrer. En fait, les décisions à prendre ont été trop rapides. Donc, ils n'ont pas été intégrés dans ces décisions. Mais encore une fois, pour prendre ce type de décision, pour faire ces analyses, c'est bien ce qu'on a vu. On ne peut pas. Il faut inclure les gens, il faut les former, il faut qu'ils aient le niveau pour pouvoir participer. Donc nous, dans le dialogue social, c'est bien ce qu'on voit, c'est inclure les gens dans le futur pour qu'ils soient capables de nous aider dans ces réflexions-là. Mais dans ces moments-là, on ne peut prendre que les gens qui sont habitués à travailler très vite, en fait. Donc, malheureusement, ils n'ont pas pu avoir leur mot à dire là, mais bon, on sait que de toute manière, il fallait agir vite. Par contre, bah, maintenant, on va aussi reprendre, comme j'ai dit, maintenant, ça devient le mode normal, donc ils vont être intégrés dans les décisions qui vont être un peu plus longues à prendre et avec un peu plus de réflexion. Donc en fait, on voit que de toute manière, on sait travailler avec les collaborateurs, puisque nous, on a cette habitude-là. Hein, on est une cinquantaine, on reste quand même petit. Donc, on sait travailler en direct avec l'ensemble des collaborateurs sur des communications de ce type-là. Donc, les gens sur le dialogue social vont intervenir sur des choses qui sont un peu plus un peu différentes. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Enfin, voilà, on va les intégrer dans tous les cas. Et les rituels eux-mêmes ont changé ou vous avez gardé les mêmes? Non, donc en fait, donc les rituels, comme j'ai dit la semaine dernière, on a fait la War Room à distance avec l'outil de communication à 40 personnes. Donc ça reste. Et en fait, alors il y a un certain nombre de réunions, des rituels qui sont non opérationnels, qui sont tombés, mais qui vont être remis en place dès la semaine prochaine. Donc tous les rituels opérationnels en fait sont restés. D'accord. Une question similaire sur les clients, parce que les clients, ceux qui sont restés vivants et qui ont éventuellement eux-mêmes reconsidéré leurs priorités, ont pu aussi avoir besoin de discuter avec vous. Donc, qu'est-ce qui a eu de changé dans la communication avec les clients ou est-ce que vous avez mis quelque chose de particulier avec les clients? Alors aujourd'hui, en fait, est vraiment en flux tiré, c'est-à-dire qu'on répond à leurs demandes. Hein, en fait, on n'a pas eu le temps en une semaine là de changer vraiment les pratiques sur les pieds détachés. Ils nous consultent toujours. On a aussi par exemple un client qui est
donc il y a un lot de bloqués, un lot avec des non-qualités dessus. Donc en fait, le principe c'est qu'on va essayer de regarder comment on peut lui sauver son lot. Donc là, ben, on est en train effectivement de regarder comment. Donc là, il y a une date de péremption sur son lot. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on envoie une machine et inspecter ses comprimés avant, je crois, 1 mois ou 2 mois. Donc on s'est mis dans un mode où de toute manière on lui a proposé de faire les choses à distance, parce qu'on sait pas absolument si on va savoir envoyer une machine, mais on ne va pas savoir envoyer des personnes. Donc, en fait, on se met d'ores et déjà d'accord avec lui sur ce mode dégradé, en essayant de lui dire, on va essayer de se préparer pour pouvoir faire une installation à distance et un sauvetage de l'eau à distance. Donc, ça, c'est en cours de discussion toujours, mais le client est évidemment réceptif, puisque là, il voit qu'on essaye de l'aider, en tout cas, dans ce mode-là. Ça veut dire qu'il va devoir faire l'installation lui-même ou... Alors nous, on va préparer, donc c'est une petite machine. Normalement, il n'aura pas énormément de choses à faire, mais ça veut dire effectivement, en termes d'installation, potentiellement avoir une personne de qualification différente que ce qu'on a d'habitude. Par exemple, pour faire les qualifications de machine à distance, alors ça, on saurait faire, mais après, derrière, peut-être des réglages spécifiques, peut-être qu'ils vont mettre une personne spécialisée dans ces réglages-là. Donc là, on est en cours de discussion finalement, toujours pareil, en se préparant dans ce scénario-là, depuis le départ de la discussion contractuelle avec le client. Donc on n'est pas dans le changement en nous disant on essaye de vous livrer une machine en mode normal et on verra ce qui se passe. On dit de toute manière le mode normal n'existe pas. Donc voilà, quels sont les autres modes, quels sont les autres scénarios? Est-ce qu'il y a un scénario qui est compatible avec ce qu'on sait faire et ce que vous pouvez faire aussi de votre côté? Ils ont quand même la FDA, il y a un certain nombre d'obligations à respecter quand même de leur côté. Donc quand on tombe d'accord là-dessus, on va pouvoir essayer de le faire. J'ai une dernière question qui vient d'être posée sur les rituels physiques qui restent encore en place, c'est-à-dire des moments où les gens se retrouvent ensemble pour discuter de la situation ou des problèmes. Comment est-ce qu'on arrive à mettre en place les gestes barrières? Alors nous, ce qu'on fait, c'est juste de l'éloignement. Si on doit être dans une réunion, par exemple, on est un nombre maximum, je ne sais pas, 2 ou 3 personnes, et c'est juste en fonction de la pièce. Donc, si on est 3 ou 4 personnes, on va prendre une très grande pièce, et chacun a un bout de la pièce. D'accord. D'accord. On respecte toujours les mêmes choses, et la pièce est désinfectée avant qu'on rentre dans la réunion. Enfin, tout est passé, l'alcool, les sièges, les claviers, tout ça. Donc en fait, on a ce rituel-là de désinfecter les choses. On fait le maximum, encore une fois, pour gérer cette situation-là. Super. Je n'ai pas d'autres questions sur le fil conversé. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir directement? Ah si, j'en ai. Comment vous communiquez avec vos salariés en télétravail? Donc, on a mis, ce que je disais, on a mis en place un outil. Donc, on avait déjà les ingénieurs clients qui étaient sur site client avaient déjà une communication avec un groupe WhatsApp. Donc, ils avaient ça, et en fait, le reste de la société n'avait que les mails. Et en fait, on a mis un outil en place qui s'appelle Discord. Donc, c'est un truc de jeunes, de gamers. Tous ceux qui ont des enfants à l'école, à la maison actuellement en Discord. Oui. Mon fils m'a aidé dans la journée à installer tout ça. Donc, ça a été très vite. Comme lui, il est à la maison, il ne fait rien. Enfin, il a son bac à préparer, mais je lui ai dit qu'il n'y aura pas le bac, donc ça va. Donc, il nous a aidés, ça a été très efficace. C'est des outils qui sont très simples, qui sont comment dire, faciles de mise en place. Mais en fait, la difficulté dans tous ces outils, c'est la capacité des gens à travailler en équipe. Donc, en fait, si nous, on avait beaucoup travaillé cet aspect-là avant. En fait, c'est pour ça que ça fonctionne bien aujourd'hui. C'est que eux, finalement, ça leur change pas grand-chose, entre guillemets. Évidemment qu'ils préfèrent être ensemble. Mais la capacité de travailler en équipe avec les team leaders en place, avec les chaînes d'aide en place, quand on met un outil de ce type-là qui est quand même qui rend pas les choses plus faciles, ça fonctionne. Si on met un outil facile avec des gens qui ne sont pas habitués à travailler en équipe, qui n'ont pas de chaîne d'aide, où il n'y a pas de team leader sur les équipes, l'outil ne va pas aider en fait. Donc aujourd'hui, on voit que les gens bien structurés, dans les équipes bien structurées, ayant l'habitude de travailler
ensemble dans les bureaux. On n'a pas eu de soucis finalement pour switcher sur ce type d'outil. Alors, j'ai deux ou trois questions encore qui sont arrivées depuis. Une peut-être rapide sur qui fait les nettoyages, est-ce que les gens portent des masques et quels produits de nettoyage vous utilisez particulièrement? Ça, Si c'est tu peux technique. répondre rapidement là-dessus. Ça, c'est très technique, hein. Donc, on a les gels. Alors, qui fait le nettoyage? Ça a été aussi des discussions. Donc, en fait, chacun se nettoie son bureau. On ne fait pas rentrer une personne dans le bureau des autres, hein. Donc, en fait, on a un kit de nettoyage à disposition. Et ensuite, on a une personne qui fait les espaces communs, mais chez nous. Voilà. Donc, on ne fait plus rentrer des personnes extérieures, hein, de toute manière dans la société. Aussi, ça, je ne l'ai pas dit, mais donc ça veut dire quand même en termes de confinement, on ne voit toujours que les mêmes personnes. Donc, on n'a pas l'autorisation de faire entrer d'autres personnes. Donc, le nettoyage est pris en charge. D'accord. Et il y a des masques ou pas? Pas de masque, puisque de toute manière, on n'a pas accès. Et puis, bon, là, moi, pareil, je regarde quand même aussi ce qui se passe. J'essaye toute cette démarche en fait ne se fait que parce que aussi moi j'essaye d'apprendre en fait. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Quand j'appelle ma fille et que je lui demande est-ce que tout le monde a bien des masques à Singapour, elle me dit mais qu'est-ce que tu racontes? Personne n'a de masque ici. Donc en fait c'est pas vrai. Il n'y a pas personne n'a de masque, mais les gens malades mettent des masques là-bas, mais ils en mettent tout le temps. Que ce soit crise ou pas crise, ils mettent toujours des masques quand ils sont malades. Mais les gens qui ne sont pas malades ne mettent pas de masque. Donc, c'est aussi un contraste avec certaines photos que vous voyez dans les journaux où on va vous montrer à Singapour 100% des gens qui portent les masques. Donc, bon, moi, j'ai la chance d'avoir des contacts là-bas. On est aussi à l'export, donc on s'intéresse aussi naturellement à tout ce qui se passe à l'extérieur de la France. Et on voit que la réalité n'est pas toujours ce qu'on nous raconte. Donc, quand un pays comme Singapour ne pratique pas le confinement, ne fait pas de masque, ne met pas de masque, à un moment donné, bon, c'est pas que je veux pas mettre de masque, mais de toute manière, j'en ai pas. Mais comment dire, je ne m'inquiète pas trop par le fait que c'est pas le masque qui va faire la différence à la fin. Donc, évidemment, on a des masques pour les gens qui sont malades. Ça, on l'a mis dès le premier jour. Et aujourd'hui, on va avoir des malades. Alors, j'ai des questions qui défilent, il faudra quand même qu'on arrête dans 10 minutes. Je réponds tout de suite à une question. Il y aura un replay, on est en train d'enregistrer cette session, donc il y aura un replay probablement sur la chaîne YouTube de l'Institut d'Île-France, hein. C'est-à-dire qu'on mettra à disposition la vidéo enregistrant cette séquence. J'ai une question qui est intéressante parce que tout le monde ne réagit pas en situation de stress ou de crise de la même manière. Il y a des gens qui peuvent humainement avoir très peur, être très stressés. Est-ce que vous avez eu des cas comme ça et comment est-ce qu'on réagit dans un cas comme ça quand c'est un manager, un team leader? Alors, c'est évident qu'il va y avoir des cas comme ça, puisque quand on regarde l'exposition aux médias, l'exposition aux réseaux sociaux, il y a tout pour empirer les choses, en fait. Donc, nous, on comprend de toute manière dans ces premières phases où les gens vont avoir peur, en fait. Et moi-même, finalement, moi, je suis passé par les mêmes phases, mais finalement très tôt, où je me suis dit, ça va être la catastrophe, ça y est, on va mourir. Donc, je suis passé aussi moi-même dans ces phases, mais en fait, avec le temps, il y a le temps de la réflexion qui permet après de descendre dans les autres phases. Et nous, c'est ce qu'on fait, c'est l'accompagnement des personnes pour passer de ces phases irrationnelles à passer à des phases un peu plus rationnelles en disant finalement, OK, maintenant, non, je ne vais pas mourir, mais ça va être dur. OK, mais OK, maintenant, comment je fais pour me préparer? Et après, derrière, avec les équipes, ben, OK, maintenant, on a tous passé ces phases-là, comment on va s'y prendre? Donc, évidemment, ça va changer en fonction des personnes, mais la grosse majorité des personnes à Polytech avaient déjà, par la communication, étaient déjà descendues dans les phases de réflexion. En fait. Comme on l'a pris très, très tôt, c'est ce qu'on discutait avec Catherine finalement aussi, c'est que j'ai toujours eu, et à Polytech, on a toujours eu de l'avance sur ce qui s'est passé. Pas beaucoup, hein. Alors, à un moment donné, on a eu une journée d'avance sur ce qui s'est passé. Et ça a fait tout le temps la différence, puisqu'on était toujours en train d'expliquer ce qui allait se passer. Alors, non pas parce qu'on sait, c'est juste parce qu'on s'y est intéressé et qu'on a regardé autour en fait, de nous et en essayant de comprendre, hein. On n'est pas meilleur que les autres, on a juste une façon de voir les choses un peu différentes. Donc, on a accompagné ces passages-là qui font que, dans l'immense majorité des personnes, ça s'est extrêmement bien.
Il y a pas mal de questions autour du fait de maintenir le moral des troupes ou au contraire de se retrouver dans des situations où justement quand on est obligé d'avouer que ben, on n'est plus dans du normal et qu'il faut réinventer des scénarios, ça peut être anxiogène. Est-ce que tu dirais que vous avez réussi justement peut-être parce que vous aviez un petit temps d'avance sur la crise, vous avez réussi à réduire le niveau anxiogène de la situation avec le lean ou pas? Oui, ça, je pense que c'est une réalité, puisqu'on était toujours, comme je vous ai montré, on a pris en charge notre propre communication. On est resté aussi sur nos principes depuis le départ, hein. De toute manière, ça fait 10 ans qu'on dit sécurité numéro un et protéger le client numéro 2. Donc, la semaine dernière, j'ai juste dit exactement la même chose. Donc, évidemment, ce n'est pas dans les mêmes conditions, donc on ne l'entend pas de la même façon. Mais au final, on n'est pas en train de changer un jour à droite, un jour à gauche, l'autre jour derrière. Donc, c'est ça notre grosse force finalement. Et la force du lean. On a, on a une méthode de pensée qui, là, évidemment, on l'applique à la crise, mais pour nous, tous les ans, il y a des choses à faire qui se passent. Ce n'est pas une crise comme on voit, effectivement, mais on a bien des concurrents, on a bien des clients, on a des batailles pour aller gagner des affaires. Donc, au final, notre mode de pensée n'a pas dû changer pour s'adapter à cette crise-là, en fait. Donc, c'est ça Et, qui, je pense, fait la grosse différence, c'est que il faut lutter contre la partie stress et rassurer les gens. Et quelque part après, quand on les engage, quand ils comprennent dans quoi on les engage et pourquoi on les engage là, bah, ils se reconcentrent quelque part. Et puis, toute cette partie émotionnelle devient plus facile à gérer. et du coup, ça ne vous a pas amené non plus, c'est une autre question, à changer des indicateurs ou à créer des indicateurs spécifiques pour cette crise? Oula, donc là, les indicateurs, pour l'instant, non, comme ça fait quand même, on n'a pas assez de recul pour voir ça aujourd'hui, hein. Franchement, Vous n'avez rien changé à vos indicateurs opérationnels. Pour l'instant, c'est toujours. encore une fois, bon, il faut voir quand même la situation. Nous, on est comme les autres, hein. Nos clients, ils nous commandent des pièces d'achat. Alors, il y en a quand même un qui est intéressé par acheter une machine, donc on peut, je peux pas dire qu'ils ne veulent pas acheter de machine. Mais on pense quand même qu'il va y avoir un sérieux coup de frein, un très très sérieux coup de frein. Donc les indicateurs commerciaux, etc., évidemment qu'on va les garder, mais dans cette période-là, ils veulent pas dire la même chose. Donc là, par exemple, ce qu'on est en train de changer comme indicateur, évidemment, comme tout le monde, on va regarder la trésorerie. Donc nous, on a de la chance d'avoir pu, grâce au lean aussi, hein, d'avoir pu bien fonctionner sur la trésor. On n'a pas fait de bêtises sur les stocks. Donc, au moment de la crise, on s'est retrouvé à notre pic de trésor. Donc, on part dans cette crise avec le maximum de trésor qu'on n'ait pratiquement jamais eu. Donc, c'est sûr que Ça c'est un aide. avantage. Ça aussi, c'est un avantage du lean. On comprend ça. Et évidemment, nos indicateurs, on ne va pas regarder le chiffre d'affaires cette année. Je pense qu'on va bien regarder la trésor. Je suis dans les dernières questions. Est-ce qu'il y a eu un échec ou quelque chose qu'on peut retenir dans la gestion de crise du coronavirus chez Proditech ou un truc où tu penses que vous êtes planté, vous auriez pu faire autrement? Euh, alors, sûrement, je dirais, mais mentalement, là, aujourd'hui, je ne suis Tu pas. manques un peu de recul. Je peux pas vous dire. Je pense que ça sera une autre session, mais je suis sûr qu'on aurait pu faire beaucoup de choses mieux, ça c'est certain. Mais voilà, donc le but aujourd'hui, c'était effectivement donner un aperçu de ce qu'on a pu faire, mais je prétends pas qu'on ait fait les choses parfaites, ça c'est évident. Une dernière question. Beaucoup de remerciements, Christophe, hein, pour ta présentation et tout l'éclairage que tu apportes. Mais une dernière question. Si tu devais conclure par un enseignement que cette crise te donne, un apprentissage ou un enseignement que tu tires de cette situation? Bah, en fait, là, je l'ai un petit peu dit, le fait de comprendre, d'essayer de comprendre où on est dans la situation, où c'est que les autres sont. Donc, notamment, là, je parle des pays asiatiques, quand même, puisque on avait quand même beaucoup d'exemples en face de nous, hein, entre la Corée, Taïwan. Bon, la Chine, c'est un peu plus compliqué, mais il y a eu Singapour aussi, j'en ai parlé. Donc, le fait de s'intéresser à tout ça, en fait,
permet de gagner un petit coup d'avance en fait. Et pour moi, c'est vraiment le point clé. Avec un peu d'avance, on arrive à mieux maîtriser les choses, même si, encore une fois, l'avance n'est pas très grande. Ça donne une sérénité qui est quand même, quand je vois mes collègues chefs d'entreprise, c'est très très compliqué. Ils sont toujours à attendre les décisions du bâtiment pour savoir s'ils doivent ouvrir ou pas ouvrir. Donc forcément, je me mets à leur place. C'est très très compliqué à vivre. Donc, nous, on est déjà dans l'action, on va dire, pour mettre en place la suite. Donc c'est sûr qu'on n'est plus du tout sur le même registre, entre guillemets. Et donc, en termes de sérénité, ça change la donne. Donc comment. Mais ça, c'est valable aussi hors crise, on va dire. C'est comment on arrive à comprendre là où on est. Donc, je pense que là, le lean, c'est ça pour moi. C'est l'essence du lean, c'est de comprendre par la façon de penser les choses, de comprendre où on est, de toujours aller chercher quel est le prochain problème pour avoir de l'avance sur ces sujets. Super. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Un immense merci à toutes les questions très intéressantes qu'on a eues et à toi, Christophe, pour nous avoir raconté ça. Et Merci à tous. à bientôt pour un autre webinaire. Merci. Au Merci. revoir. Merci à tous.